Gemito est un sculpteur qui a été immensément célèbre et qui est oublié aujourd'hui, en tout cas en France. Il est né en 1852 et il meurt en 1929. On peut considérer que c'est lui qui a apporté le réalisme en France en 1877 et à l'exposition universelle de 1878. Gemito est un enfant trouvé. Il y a une institution charitable à Naples qui s'appelle l'Annunziata, qui a été créée en 1304 et qui en fait est une institution qui est dédiée aux enfants, qui reçoit tous les enfants abandonnés, qui leur donne un nom, qui leur trouve une famille et souvent un travail. Et donc en 1852, sa mère, la nuit, apporte le bébé au chevet de l'église Annunziata où il y a une porte qui s'ouvre avec une sorte de cylindre qui tourne. Donc vous, si j'ose dire, vous mettez le bébé d'un côté, la roue tourne et de l'autre côté, vous avez des infirmières qui attendent toutes les nuits les enfants. Et on peut dire que jusqu'en 1875, la date à laquelle cette ruota, cette roue a été fermée, il y a eu des milliers et des milliers d'enfants qui ont été déposés. Mais déposés heureusement dans une ville qui adore les enfants. Et 2 jours après son dépôt, une femme du peuple qui venait de perdre son enfant est venue, si j'ose dire, en chercher un autre. Et il a été aussitôt adopté par des parents qui l'adoraient. Gemito, comme tous les enfants de son âge et de son milieu, ont été logés et nourris par leurs parents, mais le reste du temps, ils vivaient dans la rue. Et donc, souvent, dès l'âge de 9 ans, ils faisaient des petits métiers, ils allaient porter des pierres, ils occupaient des vitriers, ils trouvaient des petits métiers partout. Et vers l'âge de 12 ans, il se présente accompagné de sa mère chez un sculpteur et la mère lui dit « Est-ce que vous pouvez prendre mon fils qui balayera l'atelier parce qu'il a envie de devenir artiste ?» Et c'est comme ça que tout cela a commencé. Et au même moment, il rencontre dans la rue un autre petit garçon, lui qui n'était pas abandonné, qui s'appelait Antonio Mancini, qui va devenir un des plus grands peintres du siècle en Italie. Et tous les deux sont allés chez le sculpteur et après chez un peintre. Et tout de suite, on a vu leur talent. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont été aidés tout de suite. Alors à 13 ans, on va se promener via Gregorio Armeno, où sont tous les artisans qui fabriquent des crèches. Et vous savez que les personnages de crèche ont des têtes en terre cuite qui sont très finement modelées. Et souvent, elles étaient modelées par les plus grands sculpteurs du temps. Et on pense que Gemito a appris, puisque une de ses grandes spécialités, il était extraordinaire pour manier la terre, pour faire des terres cuites. Et quand il est entré, donc à partir de 13 ans, il est chez ce sculpteur. Ensuite, on le fait entrer à l'académie. Donc dès l'âge de 13 ans, il entre à l'académie parce qu'il n'y avait pas du tout de snobisme, surtout d'enfants pauvres. S'ils étaient doués, ils pouvaient suivre des cours. Et grâce à cela, évidemment, tous les petits gamins de l'académie allaient ce qu'on appelait le musée national, ce qu'on appelle aujourd'hui le musée archéologique, qui est vraiment à 2 minutes de l'académie. Et là, il a pu se familiariser aussi avec un autre art qui a eu une importance énorme dans sa vie. Ce sont les bronzes trouvés à Pompéi, qui étaient tous recueillis au musée archéologique. Et on connaît la qualité des fontes extraordinaires. C'est pour ça qu'il y a un bronze de Pompéi qui se trouve dans l'exposition pour montrer les 2 influences de Gemito quand il est très jeune, les bronzes de Pompéi et les figures de crèche. L'exposition commence par une série absolument extraordinaire de bustes de jeunes garçons et de petites filles en terre cuite que Gemito a fait entre 1870 et 1872, c'est-à-dire quand il a entre 18 et 20 ans. Et à cette époque-là, avec tous ses camarades de l'académie, il trouve un couvent désaffecté, tout à côté de l'académie, qui s'appelle Sant'Andrea delle Damme, et donc ils peuvent avoir chacun une des cellules de moines qui est à leur disposition. Et à ce moment-là, pendant ces 2 ans, il fait une série de chefs-d'œuvre qui sont des bustes en terre cuite, tout à fait extraordinaires, et pour lesquels je ne vois comme équivalent que les bustes d'enfants faits par Houdon un siècle avant. Il fait en fait des portraits à son image. Il prend des petits garçons des rues, comme lui. Et ces portraits qu'il n'a jamais exposés de son vivant, mais qui ont été réunis par plusieurs musées,
sont tout à fait extraordinaires parce qu'ils montrent le côté à la fois pénétré et un peu triste de tous ces enfants des rues qui doivent trouver quand même de quoi survivre tout le temps. Et je trouve qu'il arrive à nous transmettre cette impression extraordinaire. Et souvent, ils ont la bouche légèrement entrouverte. Et j'ai trouvé que c'était une tradition napolitaine qui datait de Caravage, quand Caravage était à Naples à la fin du XVIe siècle, au tout début du XVIIe siècle, où il y a des enfants à la bouche entrouverte dans ces tableaux, et ensuite Ribera. Et Gemito continue d'une certaine manière cette tradition. Malgré le succès qu'il rencontre auprès des autres artistes avec ses bustes de petits garçons en terre cuite, il faut que Gemito vive. Et ses professeurs de l'académie veulent le protéger. Et par exemple Morelli, qui est le grand peintre de l'époque, qui est son professeur, et qui connaît très bien Verdi, vient à Naples pour créer 2 opéras au théâtre San Carlo. Et Morelli lui demande s'il veut bien poser pour son élève, pour son jeune élève. Alors il y a toute une histoire qui dit que Verdi et Gemito ne s'entendent pas, le courant, de certaine manière, ne passe pas entre eux, et qu'il faut qu'un jour Verdi se mette au pianoforte et joue une mélodie pour que le jeune garçon soit pénétré du génie de Verdi et se mette aussitôt à faire ce buste tout à fait extraordinaire qui devient immédiatement célèbre. On lui commande beaucoup de bronze et Gemito l'apportera à Paris en 1877 où il sera montré en même temps que le pêcheur napolitain. Et tous les critiques, très surpris par ce buste tout à fait inhabituel, ont dit on attendait le buste d'un compositeur et on a le buste d'un espion, d'un conspirateur qui regarde par terre. Et ce buste maintenant se trouve dans beaucoup de musées du monde. C'est ce buste-là qui a montré qu'il était capable de faire des œuvres de grande envergure. Quand Gemito est invité en 1877 à Paris, il a donc 26 ans, il veut absolument devenir célèbre. Donc il travaille pendant plusieurs années en faisant une sculpture qui lui apportera la gloire, pense-t-il, c'est-à-dire un petit pêcheur napolitain. Non pas les petits pêcheurs pittoresques que tous les artistes français ont fait un siècle avant, mais un pêcheur réaliste. Donc il prend un petit garçon tout maigre, accroupi sur son rocher, vous le voyez à côté de moi, avec son filet autour des hanches, et il tient le poisson qu'il vient d'attraper. C'est un bronze à la cire perdue, qui était une technique un peu perdue en France à cette époque-là, d'un seul tenant. C'est-à-dire toute la sculpture entière a été faite en une seule fois. Et quand elle est montrée à Paris, et Paris à l'époque était habitué à l'art italien très classique, avec des marbres représentant des Vénus, et que des choses très très belles. Et tous les critiques disent, on attend de l'Italie la beauté, on nous apporte la laideur, ça n'est même pas un petit garçon, c'est un crapaud. Et donc il y a un vrai succès de scandale, parce que tous les critiques se déchaînent contre l'école napolitaine en disant qu'il nous apporte la laideur, et tout le public, un peu ennuyé par les marbres, se précipite pour le voir. Donc il y a un vrai succès. Il devient célèbre. Ça ne veut pas dire, malheureusement, qu'il gagne de l'argent, parce qu'il vend quelques bustes à Paris. On lui propose de vendre ce merveilleux pêcheur, mais le prix est trop bas, il le refuse. Ce qui fait qu'il rencontre, un an plus tard, en 1878, le roi de Paris, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire Ernest Meissonier. Et il y a une sorte de coup de foudre entre les deux. Meissonier qui l'écrit en disant « J'ai cru me voir moi-même quand j'avais cet âge », et pour Gemito, évidemment, c'est le père qu'il n'a pas eu. Donc c'est quelque chose de très important. Ce qui fait qu'à la fin de l'exposition universelle de 1878, plutôt que de brader, comme il le pensait, ce bronze, il donne ce pêcheur napolitain à Meissonier pour le remercier de ses encouragements et du fait que Meissonier lui a fait rencontrer tous les gens célèbres à Paris. À la mort de Meissonier, il a été vendu. C'est Minozzi, un grand collectionneur italien, en particulier de Gemito, qui l'a acheté et qui l'a donné au musée du Bargello à Florence, où aujourd'hui Gemito se trouve entre les chefs-d'œuvre de la Renaissance, avec Michel-Ange, avec Benvenuto Cellini. C'est la seule œuvre du XIXe siècle qui se trouve dans ce musée.
Et aujourd'hui, pour la première fois, nous avons réuni le plâtre préparatoire qui se trouve au musée de Capodimonte et ce magnifique bronze qui reste, encore une fois, l'œuvre la plus célèbre de Gemito. Le lien de Gemito en France commence quand il a 18 ans. Il rencontre une jeune femme, modèle pour les peintres, Mathilde Dufaux, qui était la maîtresse d'un antiquaire français. Elle était plus âgée que lui, elle avait 8 ans de plus que lui. Il tombe follement amoureux, il l'enlève, elle va s'installer dans son petit atelier. Et elle devient sa muse. Et en 1877, il est invité avec son ami Antonio Mancini à montrer des œuvres au salon de 1877. Et vous savez que Paris, à l'époque, était vraiment la capitale des arts. Et tous les artistes les plus connus voulaient absolument montrer leurs œuvres à Paris. Donc le jeune Gemito vient à Paris pour montrer ses œuvres. Il écrit à sa famille en disant « Je veux devenir célèbre, je veux rencontrer tous les gens qui comptent à Paris ». Et en 1880, il rentre à Naples parce que sa compagne Mathilde, la Française qui l'avait accompagné à Paris, est très malade. Donc il rentre à Naples et Mathilde meurt très subitement. Et ça, c'est une des premières choses qui ont un peu ébranlé sa santé mentale qui devait être de toute façon fragile. Après quelques mois d'exil à Capri, après la mort de sa première compagne Mathilde, Gemito revient à Naples en 1882 et rencontre presque immédiatement une napolitaine superbe qui s'appelle Anna Cutolo, qui était elle aussi modèle pour les peintres. Il tombe fou amoureux d'elle et il l'épouse immédiatement. Et elle devient sa muse et il fait d'innombrables portraits d'elle. Et nous avons ici un merveilleux dessin d'Anna qui montre le côté avant-gardiste de temps en temps de Gemito, parce que là il n'hésite pas à couper la figure en deux, ce qui ne se fera après qu'au XXe siècle. C'est une chose tout à fait moderne et tout à fait inattendue. C'est à ce moment-là qu'il a ses premières attaques de folie. Quel est l'impact de la folie sur son œuvre? Il est sûr qu'il n'arrive plus à faire des œuvres de grande dimension. Il revient d'abord sur le thème du pêcheur napolitain qui lui a apporté la gloire, mais au lieu de faire des pêcheurs réalistes, il fait des petits pêcheurs maniéristes, souvent en cire, et la grande liberté qu'il retrouve, si on peut dire, dans la folie, c'est le dessin. Et à ce moment-là, il se met à faire, au contraire, des dessins très grands, avec une liberté absolument extraordinaire. Et on a l'impression que son talent passe d'un seul coup de la sculpture au dessin. Malgré son éloignement du monde, dans les dernières années du XIXe siècle, les premières années du XXe siècle, Gemito continue à travailler et surtout on lui passe commande encore. Et par exemple, M. Bertolini, qui était un des hommes les plus riches de Naples, qui avait le plus bel hôtel de Naples, qui s'appelait l'hôtel Bertolini, lui commande des portraits de ses enfants, qui sont derrière moi, qui sont d'immenses portraits, comme vous pourrez voir, d'un petit garçon et d'une petite fille, devant lesquels on pense immanquablement aux peintures et aux dessins de Balthus, donc réalisés 40 ans après. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est le contrapposto, la manière dont ils sont posés. On voit que ce sont des enfants riches, et peut-être qu'ils ont un air arrogant et en tout cas un peu pervers, qui nous donne une impression extrêmement étrange, et qui évidemment, il date de 1913-1914, n'existait pas dans l'art de ce temps. Ce qui montre que si Gemito avait ces crises de folie, d'une certaine manière, ça lui a donné une énorme liberté dans le dessin, et on reconnaît aujourd'hui qu'il est un des plus grands dessinateurs du XXe siècle. Dans les 20 dernières années de sa vie, on sait donc que Gemito s'est beaucoup occupé de dessin. Il a fait des dessins absolument extraordinaires. Mais en même temps, pour la sculpture, il a décidé de revenir aux origines, c'est-à-dire à l'art romain et grec.
Et donc il est retourné beaucoup au musée. On sait qu'il fréquentait beaucoup le musée archéologique de Naples, mais aussi les musées de Rome. Et il a été par exemple fasciné par un camée antique qui représente la tête de Méduse au musée archéologique. Il s'en est inspiré pour faire un de ses grands chefs-d'œuvre qui se trouve aujourd'hui au Getty Museum à Los Angeles, qui représente une tête de Méduse, donc en argent et en vermeil, qui est tout à fait extraordinaire et qui montre qu'à la fin de sa vie, il ne fait plus de grandes sculptures, mais il retourne à la fois vers la Grèce, vers Rome, et fait beaucoup d'ouvrages d'orfèvrerie. C'est-à-dire qu'on peut dire d'une certaine manière, il n'a pas du tout perdu la main. Sa main fait des dessins extraordinaires et de même façon peut ciseler des détails tout à fait extraordinaires, comme cet extraordinaire médaillon. Et en même temps, il fait aussi des bustes d'Alexandre le Grand et il revient un peu sur l'art antique, donc il fait aussi quelques petits bronzes. Gemito meurt de vieillesse en 1929. Il a un enterrement colossal à Naples. Il reste très célèbre en Italie. En plus de ça, il a beaucoup inspiré des artistes comme Chirico. Donc il reste vraiment très connu. Par contre, dans le reste de l'Europe, il disparaît, mais comme beaucoup d'artistes qui ont été balayés par les avant-gardes qui suivent la Première Guerre mondiale. Et le futurisme, le cubisme et d'autres mouvements démodent d'une certaine manière ces artistes. Et en fait, ils passent un peu à ce moment-là dans le camp des artistes pittoresques qui représentent Naples, ce qui n'est pas du tout l'impact qu'il a connu à l'époque. Et ce n'est que très récemment qu'il y a une relecture de l'histoire de l'art et que des artistes aussi importants que lui peuvent être montrés, puisque c'est la première fois qu'il y a une grande exposition Gemito en dehors d'Italie. Merci beaucoup.